Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, merci à l'équipe de DiMind d'avoir organisé ce symposium. Merci à tous les intervenants d'avoir accepté de participer et toutes les personnes qui se sont inscrites à ce symposium qui sera, j'en suis sûr, extrêmement intéressant. Donc, dans cette matinée, il va y avoir deux parties, deux symposiums avec 3 présentations par symposium. Le premier symposium sera animé par le professeur Cohen sur mieux lire et écrire grâce aux nouvelles technologies dans les troubles du neurodéveloppement, avec 3 présentations. Puis, il y aura de 10h30 à 12h un deuxième symposium qui sera co-animé par Mohamed Chetouani et Charline Grossard sur quelles caractéristiques des nouvelles technologies favorisant l'apprentissage des personnes avec troubles du neurodéveloppement, avec également 3 présentations. Et puis, nous finirons avec des conclusions et remerciements par Angela Sirigu et Caroline Demilly. Donc, sans plus tarder, pour pas que nous prenions trop de retard sur des discussions que j'anticipe riches, je passe tout de suite la parole au professeur Cohen pour introduire le premier symposium. Merci beaucoup Damien, merci beaucoup aux organisateurs de nous avoir proposé d'organiser encore une fois ce symposium. Donc on s'est tourné vers, pour ce premier symposium, sur des questions qui sont très fréquentes auprès des familles, autour des apprentissages du langage écrit, que ce soit en termes de lecture ou en termes d'écriture. Et donc on va vous présenter un certain nombre de travaux qui ont été faits d'ailleurs en collaboration, puisque c'est un symposium où les recherches en fait ont été financées par des programmes communs, certains français, d'autres franco-suisses, et c'est pour ça que il y aura, je crois, une certaine complémentarité. Donc la première présentation, c'est Salvatore Anzalone qui va la faire. C'est un programme de recherche dont il va vous parler, dont l'idée générale, c'est d'essayer de penser la robotique d'assistance et en particulier la robotique d'assistance scolaire. Et donc, Salvo est maître de conférence à l'université Paris 8 et au labo Chart. Je lui donne tout de suite la parole, peut-être pour 20-25 minutes, pour qu'on ait quand même un symposium qui puisse être contenu dans le temps, puisqu'il y a 3 interventions sur 1h30. À toi, Salvo. Ok, tu me coupes tellement. Alors, je partage ici. Ouais. C'est bien? Oui. Ok. Oui, parce que justement, il y a eu un intérêt dans les dernières, ça fait déjà un moment, dans la dernière année de l'utilisation, dans l'utilisation des robots et des agents artificiels plus en général, comme une technologie médicale interactive pour les troubles de neurodéveloppement, avec l'idée de prolonger l'intervention des thérapeutes et des docteurs dans le cadre de ces risques. Pourquoi ce type de robots, d'agents artificiels? Pourquoi? Parce que on est dans le cadre du paradigme tellement simplifié, de ces systèmes qui, dans quelque manière, sont capables de simplifier l'interaction sociale, d'être incarnés, surtout dans le cas des robots, dans un espace physique, capables de réduire le stress de l'interaction sociale entre enfants et cet objet même. Ce type de recherche, on peut les imaginer un accord à 2 axes principaux. D'un côté, la caractérisation, un axe de caractérisation des déficiences, et de l'autre côté, un axe de développement d'interface. Justement, toujours finalisé, comme je disais, à la diagnostic et à la remédiation. Le premier axe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en quelque manière, produire des métriques, des modèles pour des algorithmes
à capturer ce qui se passe, la dynamique de l'interaction sociale entre l'enfant et le robot, entre l'enfant et le thérapeute. Et donc, afin d'obtenir une caractérisation plus fine du déficit. De l'autre côté, l'idée d'utiliser ces modèles pour créer des interfaces. Là, par exemple, j'ai deux exemples. J'ai un robot qui est en train de jouer avec un enfant. Vous voyez sur l'enfant et sur le thérapeute à côté un squeletton, et ça, c'est le modèle dont je vous parlais avant. Et en bas, il y a un petit agent artificiel projeté sur un mur. Donc, c'est exactement ça l'idée d'utiliser ces modèles pour aller à mettre en place des systèmes capables d'interagir et de prolonger les activités des docteurs et des thérapeutes dans des endroits qui ne sont pas forcément strictement liés au laboratoire, mais qui peuvent aller au-delà du laboratoire, idéalement à la maison. Ça marche? Ouais. Justement, parmi ces endroits, il y a un scénario qui, à mon avis, est intéressant, qu'on a abordé dans les dernières années avec David, Mohamed, Thibaut, que j'ai vu connecté, Charline, justement. C'est la classe. La classe, en quelque manière, on peut l'imaginer comme un scénario semi-structuré qui est suffisamment abordable. C'est-à-dire, c'est pas la complexité des maisons, ce n'est pas un laboratoire dans lequel on peut contrôler tout, c'est pas la maison dans laquelle on peut contrôler rien, dans laquelle on ne connaît rien, effectivement, ce qui peut se passer dans la maison. On a encore des appuis, et donc c'est un endroit dans lequel, effectivement, on peut placer nos technologies, on peut placer des robots, des agents virtuels, qui peuvent devenir des outils puissants. Des outils très puissants avec leur capacité d'adaptation à la spécificité de chaque enfant. Qu'est-ce que je veux dire avec adaptation? Ça, c'est un sujet qui a été beaucoup travaillé, par exemple, dans le contexte du projet Animata. C'est là, à Mohamed, je ne sais pas si après on aura la possibilité de mentionner ça. L'adaptation aux compétences, au style d'apprentissage des enfants, l'adaptation des réactions de nos technologies à travers les profilages, la personnalisation. Il y a ce concept de tailoring, non? Construire dans ce cas l'enseignement autour des difficultés spécifiques des enfants. Et justement aussi fournir, adapter les scénarios d'apprentissage à travers un ensemble large d'activités avec, par exemple, plusieurs niveaux de difficulté. Et là, il y a Thibaut, peut-être qu'il parlera je suis sûr qu'il parlera de son travail avec les tablettes. Les robots aussi, les agents artificiels peuvent aussi donner lieu à tout un ensemble de mécanismes d'apprentissage social. Là, dans les images, vous pouvez voir la classe classique dans laquelle il y a l'enseignant et l'enfant devant l'autre. Et là, à côté, j'ai mis un robot compagnon qui est au même niveau de l'enfant, à côté de l'enfant, qui le supporte, qui est à son niveau. Là, de l'autre côté, vous avez un scénario de learning by teaching. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez l'enfant un peu à côté, l'enseignant un peu à côté. L'enfant va interagir directement avec le robot. Et ici, c'est intéressant parce qu'on inverte un peu la classe classique, le scénario classique de la classe. Et là, l'enfant qui enseigne au robot. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut pousser... il y a un peu de littérature sur l'effet protégé, non? Donc, les enfants qui peuvent se sentir responsables des compétences, de la compétence du robot, des compétences acquises par les robots. Et de l'autre côté, tous ces mécanismes d'apprentissage social sont visés à prolonger une interaction qui peut devenir une interaction à long terme.
avec l'ambition en réalité de créer une interaction à long terme et donc de créer des instruments capables de motiver le plus possible les enfants. Comme disait David, on a beaucoup travaillé sur l'écriture et donc sur la dysgraphie. Ce que je vais vous présenter est un travail collaboratif avec plein de partenaires, la Salpêtrière, l'hôpital, les PFL, dans le cadre d'un projet bilatéral franco-suisse. Donc la dysgraphie, bah, plus ou moins, on peut avoir l'idée de qu'est-ce que c'est la dysgraphie. À la base, la dysgraphie est une production de langage écrit. Des fois, on la trouve comme manifestation associée à des troubles du développement, et des fois comme manifestation de la dyspraxie. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les enfants écrivent mal, ils ont pointé par tout le monde, est-ce qu'ils sont nuls parce qu'ils sont feignantes, et là, ils commencent à éviter d'écrire. Mais ils évitent d'écrire, et donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont moins de possibilités d'apprentissage, leur anxiété augmente, leur estime de soi va diminuer, et donc ils continuent à écrire mal, et donc ils rentrent dans un boucle vicieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire sortir les enfants, les étudiants de ces cercles vicieux? Bah, nous, on propose un robot co-writer dans lequel, là, comme vous pouvez voir dans les vidéos, il y a des enfants qui enseignent au robot à écrire. Donc, on enseigne au robot l'écriture manuelle. Justement, les robots font semblant d'écrire. Vous voyez là, il y a une tablette, il y a les enfants qui écrivent sur la tablette. La chose intéressante est que les échantillons produits par les robots sont liés aux échantillons produits par l'enfant. Donc, si l'enfant écrit mal, les échantillons produits par les robots sont aussi mauvais si l'enfant s'améliore, si le robot s'améliore. Ça, c'est intéressant pour tout un ensemble des choses. L'idée principale est dans tous les cas de motiver l'étudiant. Motiver l'étudiant et de lui proposer de nouvelles opportunités ludiques d'apprentissage. Justement, pour faire ça, vous pouvez imaginer, il y a tout un ensemble des choses qu'il faut faire. Comme je vous disais avant, il faut faire des modèles, après les exploiter. C'est clair qu'ici, il faut faire un modèle de l'écriture manuelle des enfants. Ce modèle peut être un modèle très complexe. Il s'agit de modéliser la trace de l'écriture manuscrite. Ça, c'est quelque chose qu'en réalité, les docteurs, les thérapeutes, les psychomotes font dans leur travail habituel. Il y a un test plutôt standardisé qui s'appelle BHK, qui est utilisé pour évaluer les capacités d'écriture de l'enfant. Mais une fois qu'effectivement on a, par exemple, tout un ensemble de caractéristiques qui peut être la trace de l'écriture manuelle, la posture, on peut imaginer d'aller à analyser ces informations. Et je ne vais pas dire automatiser le BHK, parce que le BHK est dans tout cas un instrument validé médicalement. Ça, là, on est encore dans un aspect exploratoire. Mais ce qu'on a pu faire est effectivement mettre au point un instrument capable d'estimer en reconnaissant, de reconnaître à travers leur écriture les enfants dysgraphiques des enfants non dysgraphiques, avec un pourcentage d'erreurs qui effectivement est intéressant, qui est pas mal. On s'est demandé aussi, d'un côté on a la tablette, d'un côté on veut mettre ces robots, oui, mais ces robots effectivement, qu'est-ce que c'est son rôle? Est-ce qu'il est perçu? Est-ce qu'on peut s'imaginer les enfants calés sur la tablette qui ne regardent même pas les robots? Alors, on a fait une petite expérience à l'université, à la Sorbonne, il y a quelques années, pour vérifier, valider si effectivement la présence des robots était perçue, s'il y avait une attention. On a utilisé un simple scénario, on a utilisé 3 conditions différentes
un guide vocal, donc avec un robot, un petit avatar, donc la représentation du robot sur les moniteurs qui conduisait, qui essayait d'interagir avec l'enfant, et le robot vrai. Qui parlait, qui essayait d'interagir avec dans ce cas, on a utilisé des adultes, des jeunes de l'université. Et on s'est rendu compte à travers, on a administré un questionnaire spécifique pour évaluer la complaisance, la sensation de complaisance et la location attentionnelle, et on s'est rendu compte effectivement les robots a en effet la présence du robot est effectivement perçue, effectivement a un sens dans ces contextes. On le perçoit beaucoup plus que juste qu'une voix ou juste qu'un agent virtuel, parce que justement il a une présence physique, il bouge, on entend le remords de ses moteurs, aussi s'il est à côté, on peut percevoir qu'il bouge. Et en même temps, on est aussi plus attentif. Et c'est intéressant là, le résultat de la location attentionnelle, parce que vous voyez comme effectivement les robots et l'agent virtuel, c'est difficile de les distinguer. Donc là, ça signifie que dans certaines situations, effectivement, un agent artificiel, l'agent virtuel peut être aussi un choix intéressant. On a fait un test avec un enfant à la salpêtrière. Et là, vous pouvez voir un peu ce qui s'est passé. Dans quelques mois, on a passé... en plus, il faut dire que ce garçon-là, que vous voyez dans la vidéo, était un garçon qui était vraiment dans la négation, dans le bloc, il y avait un blocage énorme. Il ne voulait pas du tout écrire, il ne voulait pas du tout entendre parler d'écriture. Là, la situation est changée avec les robots, avec justement juste pour la présence du robot, juste pour la motivation que le robot apporte. Et vous pouvez voir qu'effectivement, dans quelques semaines, vu qu'on a eu l'opportunité de travailler avec ce robot, c'était quelque chose, je veux dire, dans ce contexte particulier, peut-être que c'était les psychomotes qui ont fait un super travail là. Mais le robot a été intéressant pour eux parce qu'il a donné la possibilité de pouvoir travailler, de pouvoir faire quelque chose qui avait un sens avec l'enfant qui avant était interdit, l'enfant ne voulait pas. Là, vous pouvez voir qu'effectivement, ils ont réussi à faire des progrès intéressants. À partir de ces ça c'était la thèse de Thomas Gargaud, on a eu la possibilité d'élargir un peu cette étude grâce à un financement, comme je vous disais, franco-suisse de l'ANR, de la Fondation nationale suisse. Et donc, toujours dans ce contexte de travail avec les PFL. Et le projet s'appelle iRecheck. On a essayé de pousser ce concept du co-writer, donc du compagnon pour l'écriture, de justement élargir l'échantillonnage, l'échantillon. Là aussi, on vise à faire un robot le plus autonome possible, visé à être utilisé à la fois par des enseignants et par des psychothérapeutes, des psychomotes, dans leur activité. Pour reconcevoir ce système, vu qu'il y avait justement différents types d'utilisateurs, d'abord on a changé de robot. Là, vous pouvez voir ces petits robots. Après, j'ai une autre image peut-être un peu plus grande. Ce robot est convaincant pour nous parce que nous donne la possibilité de faire des séances beaucoup plus longues que les Now que vous avez vu là. Donc, on s'est concentré pour donner dans les capacités expressives et la capacité d'interaction sociale de cet enfant, et on a fait un pilote en incluant plusieurs soignantes, des psychomoticiens, des enseignants, comme je vous disais, avec plusieurs années d'expérience. Et dans un travail, dans une boucle de co-design. Donc, on faisait 3 séances, on allait à recevoir les feedbacks par rapport au comportement du robot
robot. Il faut faire attention, dans ce cas, le robot était complètement téléopéré. OK, vous voyez là, on a l'enfant avec son tablette, le robot avec son tablette et aussi le thérapeute avec son tablette. Les tablettes de thérapeute est particulière. Je vous montrerai une image. On a la possibilité à travers des boutons de contrôler les robots, donc de faire bouger, de faire exécuter des comportements. Donc, le contrôle ici est complètement demandé au thérapeute. Et ce travail était aussi dans l'optique de comprendre comment les thérapeutes peuvent utiliser ces robots et comment ces robots, créer une base de données pour comprendre comment ces robots doivent interagir avec les enfants. Là, donc, on a fait justement ce travail d'éco-design avec les psychomotes et les enseignants. Dans l'éco-design, ça veut dire qu'on faisait 3 séances, on s'arrêtait, on faisait les points avec les psychomotes, avec les enseignants, avec aussi les enfants à travers des interviews, à travers des questionnaires qui nous donnaient un score par rapport à la usabilité du système. Et on faisait sortir une nouvelle version avec de nouveaux comportements, avec des modifications, etc. Ce qui s'est passé là, par exemple, c'est juste pour vous donner un exemple, ça c'est l'interface de l'opération du robot. Au début, on avait plusieurs boutons, on clique sur les boutons, on a un sous-menu avec un ensemble de comportements. Et là, vous voyez que la version 5 minutes, finale Salvo. Pardon? 5 minutes, Salvo. OK, j'essaie de faire vite. On a plusieurs boutons avec, si vous voyez là, si on va voir les bilans, il y a beaucoup de comportements qui ont été changés, qui ont été modifiés, et seulement moins de la moitié a été conservé. Ça montre effectivement l'importance du code design de ce système. Là, vous pouvez voir qu'effectivement, à la fin, dans les questionnaires qu'on a fait, qui nous sont illustrés, on peut voir qu'effectivement, le système qu'on a obtenu, effectivement, un système qui peut avoir un sens, qui est intéressant pour les utilisateurs. Justement, comme je vous disais, on a plusieurs classes d'utilisateurs, les thérapeutes, les enseignants. Il y a le thérapeute qui peut-être veut contrôler le plus possible les robots et les enseignants qui voudraient avoir plus d'autonomie parce qu'ils ont en même temps une classe à gérer. Donc, l'idée est, est-ce qu'on peut exploiter ces données pour donner un niveau d'autonomie plus élevé au robot, pour l'aider, pour mettre en place un robot capable de gérer lui-même la séance, plus ou moins en accord aux besoins du thérapeute, de l'enseignant, donc de l'utilisateur. Et donc, ça, c'est le sujet sur lequel on est en train de travailler avec Jeanline et Soazic et le reste de l'équipe de l'EPFL qui travaille avec nous dans ces projets. Je voudrais vous proposer un autre robot, j'espère d'arriver de faire super vite, qui est destiné aux troubles de l'attention. Donc, le trouble de l'attention, c'est une difficulté à se concentrer et à prolonger longtemps l'interaction avec les personnes, à effectuer une tâche de manière prolongée. Donc ici, on propose un système toujours utilisé dans la classe. Ça, c'est un système plus complexe, encore dans une phase vraiment prototypale. Vous pouvez voir, on a un enfant et un robot côté à côté. Ici, peut-être dans les schémas, on peut le voir mieux. L'enfant et le robot côté à côté qui vont interagir avec l'enseignant. Et l'enfant a une casquette EEG. Donc, l'idée est de réussir à mesurer l'état mental de l'enfant, en particulier à mesurer son état attentionnel et identifier les ruptures attentionnelles à travers tout un ensemble de capteurs. Donc, comme je vous disais, un casque G dans lequel on pourrait utiliser, on essaie d'utiliser les informations
des électrodes placées sur l'électrode préfrontale de l'enfant, de l'étudiant, mais aussi mettant ensemble plusieurs modalités. Donc, par exemple, là, vous avez une caméra 3D avec laquelle on peut imaginer de leur apprendre à estimer la posture de l'enfant, la trace de la direction du visage, qui pourrait nous aider à classifier si l'enfant est attentif ou pas attentif. Par rapport à l'EEG, effectivement, réussir à comprendre un peu ce qui se passe, réussir à lire la l'EEG est quelque chose de très difficile. On a mis en place un petit expérience en exploitant la taille de la pupille comme un grand truc, comme vérité terrain de ce qui se passe. Vous savez que la taille de la pupille est liée en quelque manière à la charge mentale de la personne. Donc, si par exemple je vous demande quelle est la capitale de la France, vous n'avez pas besoin de la repérer, vous le savez déjà. Mais si je vous demande 17 fois 13, vous ne voulez pas le faire. Non? Mais quand on essaie de vraiment le faire, il faut mobiliser tout un ensemble de ressources, donc une charge cognitive. Et là, ce qui se passe, bien sûr, c'est une exagération, mais ce qui se passe est la diamètre de la pupille qui change. Essayez de corréler ces changements de taille de la pupille avec nos métriques d'attention avec les l'EEG. Et effectivement, on a vu qu'il y a une corrélation, et ça nous encourage à utiliser l'EEG. Après, l'utiliser l'EEG en classe, c'est quelque chose de très compliqué. Il faudra voir la quantité des parasites qu'on va trouver, mais c'est quand même une piste intéressante. En même temps, comme je vous disais, un accord au décalage attentionnel, le robot peut intervenir. Donc, on a mis au point tout un ensemble de feedbacks, mais là, les feedbacks, là, on a beaucoup de points d'interrogation sur les feedbacks. Justement, comme je vous disais, ça, c'est un prototype. On a des questions sur le type de feedback, s'il doit être positif, si le robot doit faire, par exemple, le miroir, donc imiter un peu l'état attentionnel de l'enfant. Justement, là, ça implique quel rôle on veut donner au robot. Et aussi là, est-ce qu'on veut utiliser, par exemple, le frais protégé et dans quelle tâche? Une tâche d'écoute, une tâche conjointe. On a toujours dit une tâche conjointe, mais là, il faut la définir mieux peut-être. Et aussi là, il faut définir aussi une baseline pour l'attention. Donc, pour la suite. Conclure, Salvo, hein. Oui, je conclue. Donc là, je vous ai montré un peu ces deux activités qui, je pensais, pouvaient être intéressantes. Là, je fais 2 secondes de pub. Vous pouvez, pour la suite, capturer quelques informations en plus, peut-être, bien sûr, à travers les méthodes standards, articles, journaux, conférences, mais là, on a aussi 2 canaux YouTube avec les résultats d'un workshop qu'on a fait vraiment sur ces sujets-là, et un autre qui est le canal YouTube de mon laboratoire, dans lequel, à partir du Covid, on a commencé à produire un ensemble de vidéos sur toutes ces thématiques, sur l'apprentissage, la cognition humaine, la cognition artificielle. Merci. Merci beaucoup, Salvo. C'était relativement dense, mais je pense assez didactique. Enfin, j'espère pour le l'auditoire.